On pense souvent qu'une guerre, c'est une affaire de politique, d'idéologie, mais parfois la réalité est bien plus terre à terre. Parfois, le vrai moteur de la guerre, c'est l'argent. C'est une économie souterraine, invisible et incroyablement destructrice. Aujourd'hui, on va voir comment des richesses naturelles, comme l'ivoire ou les diamants en Afrique, ont pu devenir le carburant de conflits parmi les plus longs et les plus sanglants du XXe siècle. Et tout part d'une question. Une question qui donne le vertige. Oui, comment une guerre peut-elle durer aussi longtemps? 27 ans. C'est toute une vie pour certains, c'est plus qu'une génération. Pour comprendre ça, il faut arrêter de regarder seulement les soldats et les drapeaux. Il faut suivre l'argent. Et cette piste, elle nous plonge directement au cœur de la guerre civile en Angola. 27 ans, imaginez. Ça a commencé en 1975, juste après l'indépendance, et ça ne s'est terminé qu'en 2002. Pendant tout ce temps, l'Angola a été littéralement coupé en deux, déchiré par une lutte sans merci entre le gouvernement, le MPLA, et un mouvement rebelle, l'UNITA. C'est tout simplement un des conflits les plus longs et les plus brutaux de l'histoire récente du continent. Et quand on parle de brutalité, les chiffres donnent froid dans le dos. On estime qu'il y a eu jusqu'à 800 000 morts. 800 000. Et encore, ce chiffre, aussi terrible soit-il, ne dit pas tout. Il ne dit rien des millions de vies qui ont été complètement brisées, pas par les balles, mais par la faim, les maladies, l'exil forcé. Et justement, en parlant de ça, 4,28 millions. C'est le nombre de personnes qui ont dû tout quitter, fuir leur maison, leur village, sans jamais traverser de frontières, des déplacés internes. Pour mettre ça en perspective, ça représentait près d'un tiers de toute la population angolaise de l'époque. Un tiers du pays sur les routes. C'était une crise humanitaire absolument colossale. Alors, on en revient à notre question de départ. Comment ? Comment tenir 27 ans comme ça ? Quel était le carburant de cette immense machine de guerre ? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans les discours politiques, elle est sous terre. C'est un moteur économique caché, un système terriblement efficace qui a pompé les richesses naturelles du pays pour financer sa propre destruction. Et aux commandes de ce moteur, il y a un homme. Un personnage central, complexe, à la fois charismatique et d'une brutalité sans nom. Jonas Savimbi. C'était le chef de l'UNITA, l'armée rebelle. Et Savimbi, il avait compris une chose fondamentale bien avant les autres. La guerre moderne, ce n'est pas qu'une question de soldats. C'est avant tout une question de logistique. Il lui fallait de l'argent. Beaucoup d'argent. Et surtout, de l'argent qui ne laisse pas de traces. Et sa première source de revenus, il l'a trouvée dans la savane. C'était l'ivoire. L'UNITA a organisé un braconnage à une échelle industrielle. On parle d'avoir pratiquement anéanti des troupeaux d'éléphants autrefois abondants de l'Angola. C'est un massacre écologique. Mais pour Savimbi, chaque défense, c'était une monnaie d'échange parfaite. De l'ivoire contre des fusils, des munitions, du matériel. C'est ça qui a lancé la machine. Mais voilà, à la fin des années 80, la communauté internationale se réveille et interdit le commerce de l'ivoire. On pourrait croire que ça allait couper les vivres à Savimbi, non ? Eh bien, pas du tout. Sa machine de guerre n'a même pas ralenti. Elle a juste changé de carburant. L'UNITA a conquis les riches zones de diamants dans le nord du pays, et là, ils ont trouvé une ressource encore plus petite, encore plus facile à transporter et bien plus précieuse que l'ivoire. C'est le début de l'ère des fameux diamants de sang. Et avec ça, l'UNITA a mis au point un véritable business model de la guerre, d'une efficacité redoutable. Étape 1, on prend le contrôle militaire d'une zone riche en ressources. Étape 2, on met en place des filières clandestines pour sortir la marchandise du pays. Étape 3, on vend tout ça sur le marché noir international et on récupère des armes et du cash. Et étape 4, on utilise ces nouvelles armes pour étendre son territoire et recommencer le cycle. C'est une boucle infernale qui s'auto-alimente. Et quand on parle de business, les chiffres sont juste astronomiques. Tenez-vous bien, les Nations Unies estiment que sur une période de seulement 6 ans, entre 92 et 98, l'UNITA a empoché plus de 3,7 milliards de dollars, rien qu'avec les diamants. 3 milliards 720 millions. Assez pour financer une armée entière, acheter tout l'équipement nécessaire et continuer la guerre, en se moquant complètement des sanctions internationales. Bon, donc on a une rébellion qui s'autofinance. Mais l'erreur serait de croire que tout ça se passait en vase clos. Non, cette économie de l'ombre était tout sauf locale. Elle était branchée sur le monde entier, sur les grandes routes du commerce international et sur les grandes tensions géopolitiques de l'époque en pleine guerre froide. Parce que Savimbi n'était pas seulement un chef de guerre, c'était aussi un politicien incroyablement habile, un vrai caméléon. Au début, il se fait former en Chine maoïste. Puis, le gouvernement angolais en place s'aligne sur l'Union soviétique. Alors hop, Savimbi change de camp. Il devient le grand combattant de la liberté, l'anticommuniste que l'Occident adore. Il obtient le soutien massif des États-Unis et de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et quand la guerre froide se termine, pas de problème. Il se tourne vers ses voisins, comme le dictateur Mobutu au Zaïre, qui lui ouvre des routes pour ses diamants et ses armes. Il a toujours su trouver un allié quelque part. Il faut vraiment voir ça comme une toile d'araignée mondiale. Les diamants extraits dans la boue en Angola ne restaient pas là. Ils voyageaient.
passer des frontières, se retrouver dans les mains de trafiquants, d'intermédiaires, de diamantaires peu scrupuleux, jusqu'à se retrouver sur une bague à Paris ou à New York. C'était un système global, avec des complices à tous les niveaux, qui transformaient la richesse du sous-sol angolais en cash pour la guerre. Et c'est là que le conflit change complètement de dimension. Ce n'est plus juste une guerre civile. L'Angola devient un des grands échiquiers de la guerre froide. D'un côté, le gouvernement du MPLA, soutenu par l'Union soviétique et Cuba. De l'autre, l'UNITA de Savimbi, armée et financée par les États-Unis et l'Afrique du Sud. Les deux superpuissances s'affrontent, mais par Angolais interposés. Cet argent et ces armes qui affluent de l'étranger ont jeté de l'huile sur le feu, prolongeant la guerre pendant des décennies. Alors, quand on fait le bilan de tout ça, de cette guerre alimentée par l'argent, des ressources et par les jeux de pouvoir internationaux, on se retrouve face à une double tragédie. Une tragédie qui a frappé les hommes, bien sûr, mais aussi une tragédie qui a frappé la nature. D'un côté, il y a le coût humain, les massacres, les paysages jonchés de mines antipersonnelles, la faim, des générations entières déplacées. De l'autre, un coût écologique tout aussi terrible, le braconnage à une échelle industrielle, des troupeaux d'animaux sauvages décimés et des écosystèmes entiers détruits. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas deux histoires parallèles, c'est la même histoire. C'est la destruction de la nature qui a payé pour la destruction des hommes. Et l'Angola, malheureusement, n'est pas un cas unique, pas du tout. Juste à côté, au Mozambique, on a vu se dérouler un scénario quasi identique. Une autre guerre civile interminable, cette fois entre le gouvernement du Frélimo et la rébellion de la Renamo. Et là aussi, la Renamo, soutenue par les régimes blancs de Rhodésie et d'Afrique du Sud, a utilisé la nature comme une banque. La faune sauvage servait à nourrir les troupes, et l'ivoire, encore lui, était vendu pour acheter des armes. Le cas le plus emblématique, c'est celui du parc national de Gorongosa. C'était l'un des joyaux de l'Afrique. Regardez ces chiffres. Entre le début des années 70 et la fin de la guerre, le parc a été vidé. C'est ce que certains appellent un holocauste écologique. 99% des buffles, disparus. 99% des gnous, disparus. Plus de 90% des éléphants, disparus. La guerre a littéralement anéanti un écosystème entier. Quand on regarde une image comme celle-ci, ces montagnes de défense d'ivoire saisies, on ne voit pas juste des os, on voit la monnaie de la guerre. Il faut imaginer que chaque défense, c'est un éléphant abattu, oui, mais c'est aussi un fusil d'assaut qui arrive au front, c'est un village qui sera terrorisé, c'est un jour de guerre en plus, payé avec la vie d'un animal. Finalement, les armes se sont tues. Mais ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Loin de là. Les conflits en Angola et au Mozambique ont laissé des cicatrices. Des cicatrices tellement profondes qu'on se demande si elles guériront un jour. Des cicatrices sur les gens et sur la terre. Cet héritage, il est partout. Ce sont les millions de mines antipersonnelles qui interdisent encore aujourd'hui de cultiver des champs. Ce sont les routes, les ponts, les écoles qui ont été détruits. Ce sont des générations entières qui ont grandi avec le traumatisme de la violence. Et puis, c'est cette perte écologique massive. Comment fait-on revenir des troupeaux qui ont été exterminés ? Certaines de ces blessures prendront des siècles à guérir, si elles guérissent un jour. Et c'est peut-être ça l'ironie la plus tragique de toute cette histoire. Les richesses mêmes qui auraient dû construire ces nations, qui auraient dû financer leur développement, leur prospérité, ces richesses ont été retournées contre elles. Elles sont devenues le poison qui a financé leur propre destruction. Une véritable malédiction des ressources. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Quand la nature n'est plus simplement une victime de la guerre, mais qu'elle en devient le carburant, le moteur, comment un pays peut-il se reconstruire ? Comment un peuple et un écosystème peuvent-ils se remettre d'une blessure pareille ? Est-ce que des cicatrices aussi profondes peuvent vraiment, un jour, disparaître ?